Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Joëlle Maison. Bonjour. Bonjour. Député à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors aujourd'hui au Parlement, il y a du pain sur la planche. Les députés doivent voter l'avant-projet de décret sur l'instauration d'un examen d'entrée en première année de médecine. Alors ça y est, après 20 ans, finalement, les francophones ont cédé face à la Flandre. Oui, les francophones ont cédé face à la Flandre et nous, évidemment, on s'opposera au vote de ce décret, donc on votera non. On n'est pas du tout d'accord avec l'instauration d'un examen d'entrée en médecine. On en parlera, j'imagine, tout à l'heure du pacte d'excellence, mais aujourd'hui, notre enseignement est un des enseignements les plus inégalitaires. Il n'est pas efficient, il y a énormément d'inégalités et donc pourquoi et comment peut-on imaginer reporter ces inégalités lors d'un examen d'entrée. En même temps, est-ce qu'on avait vraiment le choix? Je veux dire, Maggie De Blok a quand même mis la pression. C'est ça ou pas de numéro UNAMI pour ceux qui sortent? Écoutez, effectivement, Jean-Claude Marcourt a cédé à la pression de Maggie De Blok. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il pouvait faire en sorte que continuer à négocier. Et effectivement, on a essayé avec ce filtre en deuxième année, mais qui n'était pas du tout opérant non plus. Non, donc, parce que ça a été annulé. Donc voilà, on va reporter, alors qu'on est en pleine réforme de l'enseignement, on va reporter des inégalités. Alors évidemment, l'opportunité de mettre un filtre en première année d'université lorsque l'enseignement fondamental et secondaire est opérant, pourquoi pas. Mais dans l'état actuel de notre enseignement, c'est reporter des inégalités. Ouais. Quand Maggie De Blok dit ici, attention, les numéros UNAMI qu'on a donnés ces dernières années, à un moment, il va falloir les récupérer, ceux qui étaient en trop pour les francophones. Est-ce qu'on en sait plus sur la durée qui va être utilisée pour récupérer ces numéros? Non, elle n'a pas du tout été claire sur ce qu'on appelle le lissage. Donc voilà, on avance dans l'obscurité. Et ça, vous le reprochez au ministre Marcourt? Ben oui, je trouve qu'il y a un manque de transparence de manière générale et en tout cas un manque d'ambition. Alors, on enchaîne cet après-midi, après ce vote-là, sur un débat par rapport aux attaques qu'il y a contre le droit à l'avortement. C'est quoi l'objectif de ce débat? L'objectif de ce débat, c'est de mettre à plat les opinions des uns et des autres et de faire sortir les uns et les autres du bois. On le sait, défi anciennement FDF, je le rappelle, Olivier Maingaol et Véronique Capras ont déposé une proposition de loi l'année passée pour faire sortir l'avortement du code pénal. Il faut savoir. Ça, c'est une proposition de loi à la Chambre. Hein, c'est une proposition de loi à la Chambre. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un débat thématique, effectivement, qui fait suite aux déclarations d'un enseignant de l'UCL. Et bien, ces déclarations, je vous propose d'en donner un petit écho. Hein. Il y a eu une manifestation ce week-end avec 1500 personnes qui étaient contre l'avortement. Ils avaient invité ce professeur chargé de cours qui a été suspendu depuis l'UCL. Je vous propose de l'écouter, il se défendait. Il est évidemment souhaitable de pouvoir parler, argumenter librement en faveur de ce genre d'opinion. Il est souhaitable de pouvoir le faire dans nos familles, sur la place publique, à l'université aussi, en particulier lorsqu'il s'agit d'une institution catholique. Nous ne devons pas avoir peur. Nous menons le bon combat ici, le combat pour la vie. Nous marchons dans la lumière et nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Et nous pouvons le faire avec courage parce que notre Seigneur a déjà vaincu le monde. Voilà, lui, il avait associé l'avortement à un meurtre. Et quand on écoute ici son argumentaire, c'est de dire la liberté d'expression ici, est-ce qu'elle ne doit pas nous permettre de donner nos opinions partout, y compris dans un auditoire d'université? Votre réaction? Pas dans un auditoire d'université, pas de cette manière en utilisant cette terminologie. Évidemment que le débat peut être posé, mais dans la terminologie qu'il utilise dans l'extrait qu'on vient de voir, marcher vers la lumière et ne pas résister, et résister aux ténèbres, bon, c'est quand même un discours de type gourou, de type sectaire. Donc je trouve que la décision de l'avoir suspendu est tout à fait pertinente. Ouais. Mais on voit que ce n'est pas la seule attaque. Il y a de plus en plus d'attaques qui sont menées à gauche et à droite. 1500 personnes réunies à Bruxelles dimanche, c'est quand même beaucoup, ça. Écoutez, le droit aux femmes de pouvoir disposer de leur corps, et 20 ans, 30 ans après les avancées qu'on a connues en la matière, c'est une régression terrible. Mais c'est vrai que c'est une régression qui se place dans un contexte européen. Il y a beaucoup de pays de l'Est aussi qui se positionnent d'une façon assez régressive sur le sujet. En Espagne aussi, la question se pose. Donc c'est un phénomène qui est plus européen que belge. En France aussi, on l'a vu. Donc moi, je crois qu'il faut être extrêmement ferme sur la question et ne pas retourner au Moyen-Âge, alors que justement, on est en train de marcher vers la lumière.
Alors le 22 mars dernier, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé les conclusions du groupe, dernières conclusions du groupe de travail sur le fameux pacte d'excellence. Hier en commission, eh bien, vous avez pris connaissance de cet avis, vous en avez discuté. C'est quoi l'ambiance autour de ce pacte d'excellence maintenant? C'est plutôt constructif ou ça reste assez frileux, assez méfiant? Alors, je trouve que l'ambiance hier, donc hier il y avait tous les acteurs, il y avait la ministre de l'Enseignement. Malheureusement, il n'y avait pas le ministre de l'Enseignement supérieur, ce qui est pour moi une hérésie. Parce qu'on était en commission de l'éducation. C'était en commission de l'éducation, mais d'abord c'est une hérésie de faire une commission de l'éducation et pas une commission conjointe. Mais de toute façon, la faute, je dirais, est en amont, puisque dans le document du pacte, qui est un document de type philosophique et qui crée des objectifs et des méthodes pour y parvenir, qui n'est pas un document politique, qui vient finalement des acteurs de l'enseignement, d'experts, de pédagogues, de fédérations de PO et de syndicats, eh bien on n'a pas donné mission aux rédacteurs de ce pacte de se pencher sur la question de la formation initiale des enseignants. Donc ça, c'est complètement absurde de mon point de vue. Donc on reporte un petit peu cette absurdité en commission, puisqu'on enferme le pacte dans une commission éducation, alors qu'il faudrait d'abord et en priorité se pencher évidemment sur la formation initiale des enseignants. En même temps, il faut décider de ce qu'on va faire pour voir comment former les enseignants. Ça peut arriver en parallèle dans un second temps. C'est pas très grave. Bien sûr, mais non, je ne crois pas que ça peut arriver dans un second temps. On ne peut pas asséner aux enseignants 330 pages d'un document qui est très très ambitieux pour eux, mais qui va aussi les mettre face à des pratiques qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. On va aussi leur poser l'exigence, qui est très bonne de mon point de vue, de l'évaluation. Un enseignant, aujourd'hui, est rarement évalué. Il y a quand même toute une procédure d'évaluation de l'enseignant qui va être instaurée, qui, moi, est positive. Là, encore une fois, il faut être progressiste. On ne peut plus rester dans un cas de figure où un enseignant nommé ne peut plus être évalué, ou en tout cas, son évaluation n'a aucune incidence sur sa carrière. Donc ça, c'est très, très positif. On va procéder à beaucoup plus d'inclusion des enfants à besoins spécifiques dans les classes de l'enseignement ordinaire, donc vider un petit peu l'enseignement spécialisé de toutes les personnes qui ne devraient pas, de tous les enfants qui ne devraient pas s'y trouver. On va également pratiquer la différenciation, c'est-à-dire gérer des classes hétérogènes et demander à l'enseignant de pouvoir les gérer. Comment voulez-vous, alors que l'enseignant aujourd'hui n'est plus du tout reconnu dans la société, comment voulez-vous aboutir à cela sans lui donner les outils psychologiquement? Vous dites c'est pas grave, on peut le faire après. Non, psychologiquement, il faut le faire avant, puisqu'il faut lui donner évidemment les outils pour lui permettre d'aborder ces nouvelles missions en toute sérénité. Et aujourd'hui, on ne lui a pas donné ces outils. Donc ça, c'est un gros regret. C'est un gros regret. Sur l'ambiance maintenant. Sur l'ambiance, alors je trouve que l'ambiance était plutôt positive. On n'a pas le choix. Notre enseignement n'a plus été réformé depuis la révolution industrielle. Notre enseignement ne correspond plus du tout à notre société actuelle, à la mondialisation, donc il faut avancer de toute façon. À la disparition de certains métiers, à l'apparition d'autres métiers. Donc on doit tous, et tous partis confondus, s'emparer de cette question. On doit réussir le pacte d'excellence. On doit le réussir tous ensemble. Mais je regrette donc justement ce manque de transversalité au sein même du gouvernement, parce qu'on nous demande d'être apolitique, on va dire, et de se positionner par rapport aux objectifs de l'enseignement, aux objectifs qui sont immenses. Mais en même temps, le gouvernement lui-même reste politique puisqu'il conserve ses précarés. Et d'ailleurs, sur la question de l'alternance aussi, de l'enseignement et de la formation en alternance, on remarque qu'il y a également des positions de précarés qui ne sont pas un bon signe pour le Parlement, puisque c'est seulement hier que le Parlement a pu s'emparer de cette question et que les parlementaires ont pu être actifs dans le processus. Mais je pense que vraiment, on doit essayer de prendre un peu de hauteur, tous, mais au gouvernement aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on attend des parlementaires? Parce que vous n'allez pas commencer à détricoter tout ce qui a été fait. Quel va être votre rôle exact? Je n'ai pas l'impression que détricoter le pacte soit vraiment pertinent. C'est un très beau document. C'est un document, je vous l'ai dit, philosophique. C'est un document qui dresse des objectifs. C'est un document qui dresse des pistes très concrètes aussi. Le pacte, on va devoir voir ce qu'il y a lieu de faire en priorité. Donc, je pense que le fait d'investir dans le maternel en priorité est vraiment une très très bonne décision. Il faudra s'y atteler. 1100 enseignants dès le mois de septembre, c'est très bien, mais pas seulement des enseignants, des logopèdes, des orthopédagogues. Et surtout, les parlementaires devront
chacun dans leur formation politique respective, mettre l'accent, donner une autre direction, proposer une autre direction par rapport aux orientations qui leur paraîtraient peu pertinentes aujourd'hui. Ouais. Dans l'ensemble, je crois que beaucoup de parlementaires sont d'accord avec ce document de base, avec des clivages évidemment. OMR, on est moins pour le tronc commun ce tronc commun justement qui doit être allongé sur 3 ans pour tous les élèves jusqu'en 3e secondaire. Quelles sont les conditions pour que ça fonctionne bien? Pour que ce tronc commun fonctionne, il ne faut pas que ce tronc commun s'applique à l'école telle qu'elle est appliquée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si je caricature, et hormis le cas de pédagogie spécifique, on a un maître d'école qui dispense un enseignement de manière verticale, sans beaucoup de participation des élèves, et sans que les élèves puissent mêler les apprentissages théoriques à des apprentissages pratiques. Lorsque le tronc commun deviendra polytechnique, donc l'élève ça deviendra une pratique commune dans toutes les classes, dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de mêler les apprentissages artistiques, techniques et théoriques, eh bien à ce moment-là, le tronc commun va pouvoir pratiquer l'orientation positive. Et en étant allongé, il permettra évidemment aux élèves non pas d'être relégués comme ils le sont aujourd'hui dans les filières du qualifiant, mais de choisir de manière positive des filières qualifiantes. Et qu'est-ce que vous répondez aux professeurs qui sont quand même globalement assez inquiets par rapport à cette transformation, par rapport à leur statut, par rapport à leurs conditions de travail actuelles? Parce que c'est assez révolutionnaire si on applique tout ce qui est prévu. On verra bien. Alors, je réponds d'abord que nous n'avons pas le choix, et je ne parle pas des enseignants en tant que tels. Tout le monde doit se réinventer, se réenchanter, et tout le monde doit remettre en cause ses pratiques. La culture du doute et de la remise en question permanente, elle s'applique aussi aux enseignants. Je vous l'ai dit, il faut leur donner les outils. Évidemment, tout changement implique des peurs, et il faut apprivoiser ces peurs, et il faut surtout rassurer les enseignants et sur le phasage, et sur le fait qu'ils seront effectivement accompagnés. Il y aura de la formation continuée. Il y aura de la formation continuée. Alors évidemment, maintenant, on parle de la passer à 4 ans. La passer à 4 ans, c'est très bien, mais il faudra surtout examiner le contenu de ces cours. Parce qu'aujourd'hui, le contenu de ces cours n'est plus du tout approprié. Donc il faudra vraiment être très, très attentif au contenu. Et ça, le Parlement y sera attentif. Et en particulier, ma formation politique. Votre formation politique soutiendra le projet, même si vous êtes dans l'opposition? Alors, de manière générale, on n'a pas encore eu les débats, et on n'a pas voté. Là, on est à l'amorce du travail parlementaire. Si la formation initiale est ce qu'elle promet d'être, c'est-à-dire pas grand-chose pour le moment, mais rencontre nos attentes, s'il y a réellement cet investissement en priorité dans le maternel, et s'il y a un investissement avec du sens, c'est-à-dire dans le sens d'un apprentissage de la langue française, et un apprentissage de la langue française qui a du sens et qui est en lien avec la culture et qui donne du sens aux apprentissages, si on commence par là, sur la philosophie générale, sur le tronc commun et son allongement, on est d'accord, oui. Eh bien, on suivra alors ce dossier-là dans les prochains mois. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, prochaine interview, ce sera avec Jean-Jacques Deleu. Il recevra Joël Milquet.